Donc c'est l'achalasie. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc le mot achalasie, il est divisé en deux. A, c'est absence, chalasie, c'est relâchement. Donc c'est absence de relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Elle est appelée encore méga-œsophage parce que dans l'évolution de cette pathologie, on va voir une distension élastique de l'œsophage qui va donner un aspect en méga-œsophage. Donc c'est une maladie donc c'est un trouble moteur primitif de l'œsophage, donc et non pas secondaire. Il n'est pas secondaire à une autre pathologie, par exemple à la sclérodermie, à un cancer ou autre pathologie. Et donc est défini par l'absence de péristaltisme œsophagien et par une absence de relaxation ou une relaxation qui est incomplète du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc sur un plan physiopathologique, il faut comprendre d'abord ce qui est physiologique. Donc le bol alimentaire, quand il est dans l'œsophage, il va subir une contraction avant le bol alimentaire. Alors tout autour du bol alimentaire, on va voir un relâchement. Là, ce qu'on appelle l'onde péristaltique. Donc cette onde péristaltique, c'est elle qui va aider le passage des aliments jusqu'à l'arrivée au sphincter inférieur de l'œsophage. Lui-même, il va se relâcher, il permet le passage de l'aliment au niveau de l'estomac. Et puis, ce sphincter, il va se fermer pour protéger l'œsophage contre le reflux œsogastro-duodénal. Bon, le contrôle de ce péristaltisme intestinal, d'où il va venir à partir de ce qu'on appelle le système autonome. Et donc, le système autonome, donc le nerf vague, le système parasympathique, le nerf vague, il a une partie, donc ce qu'on appelle le neuron préganglionnaire, et on a le neuron qui est postganglionnaire. Le neuron qui est préganglionnaire, sa localisation, elle est à l'extérieur de la musculeuse de l'œsophage. Alors que la partie donc postganglionnaire, le neuron postganglion, c'est lui qui va former le plexus d'Erbach. Et donc, Erbach, il est allemand, c'est pour cela qu'on dit Erbach et non pas Erbach. Et puis, ce plexus-là, qui est localisé au niveau de la musculeuse de l'œsophage, il fonctionne par deux mécanismes. Il a un mécanisme d'excitation par l'acétylcholine qui va favoriser la contraction de sphincter inférieur de l'œsophage, alors que il peut faire un relâchement par le monoxyde d'azote et le VIP. Et donc, dans cette pathologie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une destruction de ce plexus d'Erbach, une destruction de cette partie des neurones qui est postganglionnaire. C'est pour cela, donc, la pathologie, elle est appelée un problème neuromusculaire. Le problème, il peut être neurologique, et donc l'atteinte de ce plexus-là, comme il peut être musculaire, la musculeuse de l'œsophage, elle contient quoi? Elle contient ce qui est neurologique. Et donc, dans la physiopathologie, qu'est-ce qu'on a lors de cette pathologie? On a une maladie auto-immune. Pourquoi elle est auto-immune? Parce que au niveau de l'anapathe, on va trouver une inflammation. Et au niveau de cette inflammation, on va trouver des cellules qui sont spécifiques. Donc, ce sont des lymphocytes qui sont un peu bizarres et contiennent ce qu'on appelle cluster of differentiation 3, donc CD3. Et donc, il y a une dysrégulation de l'immunité, de sorte qu'elle va attaquer l'œsophage et elle va attaquer la musculeuse et elle va donc altérer le plexus d'Erbach et elle va altérer donc le fonctionnement de ce sphincter-là. Et donc, par suite, qu'est-ce qu'on va voir? Après chaque inflammation, quand elle va durer dans le temps, on va voir la fibrose. Et puis, donc, lors de la perte de ce plexus-là, le sphincter, il devient rigide, il va pas s'ouvrir, mais ce problème, il faut savoir qu'il est intermittent. L'intermittent, donc c'est un mot-clé. Pourquoi? Parce qu'il est intermittent, le patient, il ne va pas avoir une anémie, il ne va pas avoir une déshydratation, il ne va pas avoir des carences vitaminiques dès le début parce que le problème, il est intermittent. Parce que lui, il va avoir une dysphagie. Et cette dysphagie, elle n'est pas stable dans le temps. Donc, par exemple, le patient a la dysphagie pendant une heure, pendant une journée. Et donc, après cette une heure, donc la dysphagie, elle va disparaître. Et puis, il va rester 1 à 2 semaines, il va avoir le même problème, mais pour 2 heures. Donc, elle va augmenter progressivement jusqu'à elle devient stable. Et en plus de ça, cette dysphagie, elle est spécifique et c'est une dysphagie qui va commencer pour le liquide et puis pour les solides. Pourquoi? Parce que
Le bol alimentaire, quand il va arriver à ce sphincter-là qui a une rigidité et un tonus qui est élevé, donc le liquide, les liquides ne vont pas avoir la capacité d'ouvrir ce sphincter. Et c'est pour ça, quand il va prendre des liquides, il va avoir une dysphagie parce qu'il ne peut pas ouvrir le sphincter. Mais quand il va manger de ce qui est solide, là, ils sont un peu forts et donc ils vont ouvrir le sphincter. Et c'est pour cela qu'on dit une dysphagie pour les liquides d'abord et puis pour les solides. Et elle est inverse par rapport à celle des cancers. Pourquoi? Par exemple, quand on a un cancer, le plus souvent le cancer, il va laisser, par exemple, un orifice. Et à partir de ce orifice-là, quand le patient il va prendre des liquides, les liquides ils vont passer. Il ne va pas avoir une dysphagie pour les liquides en premier lieu, mais il va avoir une dysphagie pour les solides qui vont se bloquer contre ce cancer-là. Et puis, avec le temps, donc, parce que le bol alimentaire, il va s'accumuler, avec la salive qui est ici, la pullulation bactérienne, il va provoquer une œsophagite, il va provoquer une inflammation, il va provoquer une ulcération. C'est pour ça que quand on fait l'endoscopie, on peut trouver des ulcérations qui peuvent saigner, mais un saignement qui est un peu faible, rarement où il va donner une hématémèse. Et puis, on peut avoir une mauvaise haleine parce qu'on va avoir une fermentation de ces aliments et le patient il va souffrir de problèmes de régurgitation, surtout quand il est en décubitus dorsal. Bon, sur un plan clinique, là, quand on va comprendre, quand on a compris la physiopathologie, la clinique elle devient un peu évidente. Donc la dysphagie, on a expliqué pourquoi on va voir une dysphagie, la régurgitation, surtout quand il est en décubitus dorsal, des douleurs thoraciques. Donc le patient, le patient, quand on va poser la question où elle est localisée la douleur, il va mettre le doigt au niveau de la zone xiphoïdienne et là, anatomiquement, on est au niveau de la zone de jonction entre œsophage et l'estomac. Et pourquoi il va voir cette douleur thoracique? Parce que quand l'œsophage, il va subir la distension, il faut savoir que nos viscères sont très sensibles à la distension. Quand on a une distension, on va voir cette sensation de douleur thoracique et sensation de brûlure rétro-sternale. En plus, on va voir là tout pourquoi. Lors de décubitus dorsal, le patient il va avoir il va avoir une pneumopathie d'inhalation. Cette pneumopathie d'inhalation, elle va provoquer une toux et elle peut provoquer même elle-même, elle peut donner une douleur thoracique. Donc, ces signes ne sont pas spécifiques, expliquant un diagnostic parfois qui est très retardé, pouvant atteindre plusieurs années, parce que, comme j'ai dit, le problème, il est intermittent. Il est intermittent. Donc, le patient, après un épisode de dysphagie, il va dire que j'ai guéri. Alors non. Donc, il va avoir une nouvelle dysphagie qui va durer plus de temps. Sur un plan diagnostique, là, quand on fait la fibroscopie, c'est pour différencier l'achalasie d'une autre maladie, donc d'une pseudo-achalasie qui peut être provoquée par un cancer de l'œsophage ou par exemple de la sarcoïdose, donc les granulomes qui vont provoquer le problème donc œsophagien. Sinon, donc c'est un problème au niveau, donc c'est l'accumulation de l'amylose. Sinon, ce qu'on appelle la maladie de Chagas. C'est quoi la maladie de Chagas? Donc c'est la trypanosomiase américaine qui est due au Trypanosoma cruzi. Donc, ce Trypanosoma, donc il va venir suite suite à une piqûre d'insecte, il va entrer dans le sang, il va diriger vers les macrophages parce qu'il peut vivre à l'intérieur, il va résister au phagolysosomes, il va résister même à la réponse immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il a une glycoprotéine qu'il va l'utiliser, donc à la surface, il va l'utiliser pour camoufler leur antigène, il ne va pas avoir la réponse de complément et même des lymphocytes et même ces germes-là, ils vont se diriger, donc ce sont des protozoaires flagellés donc ils vont se diriger contre les cellules cardiaques. Et c'est ça qui marque la gravité de cette pathologie. Cette pathologie, elle tue, donc elle va tuer par le problème cardiaque. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette pathologie? Donc, à la phase aiguë, on va voir un œdème et un gonflement au niveau de la zone où on a la piqûre. Et puis, on va voir des adénopathies, on va voir une fièvre qui est là. Donc, à la phase aiguë, on peut avoir cette symptomatologie comme on peut avoir un patient qui est asymptomatique. Et puis, donc, elle peut passer à la chronicité. Et là, quand elle passe à la chronicité, elle peut toucher le péristaltisme du côlon et de l'œsophage. Et elle va donner un méga côlon et un méga œsophage et elle va toucher le cœur.
Donc là, ce n'est pas l'intérêt vraiment de la fibroscopie, mais c'est l'intérêt de faire la sérologie, une double sérologie, c'est elle qui va confirmer le diagnostic. Alors quand on est à la phase aiguë, on peut faire un frottis sanguin et on va trouver ce germe-là au niveau du sang. Alors que de la phase chronique, on va pas le trouver au niveau de frottis sanguin. Bon, et puis pour le transit œsogastroduodénal, et là, on va trouver une dilatation de l'œsophage, et on va trouver ce qu'on appelle l'aspect en bec d'oiseau, ou encore appelé l'aspect en queue de radis en queue de radis. Puis on va faire la manométrie œsophagienne. La manométrie œsophagienne, c'est elle qui va confirmer le diagnostic. Et là, il faut savoir comment on va faire cette manométrie. On va utiliser un manomètre qui va entrer dans l'œsophage. Il va mesurer la pression. À l'état physiologique, quand on fait la déglutition, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une augmentation de la pression parce qu'on va voir des contractions au niveau de l'œsophage. Puis, on va voir une chute brutale de la pression au niveau de l'œsophage à cause de relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, quand on a cette achalasie qui est ici, là, lors de la déglutition, dès le début, on va voir une pression qui est d'abord augmentée parce qu'on a, on a des aliments qui sont accumulés au niveau de l'œsophage qui vont augmenter la pression. Mais on ne va pas avoir cette augmentation de la pression qui est brusque lors de la déglutition parce qu'on n'a pas les contractions de péristaltisme et on ne va pas avoir une chute brutale de la pression lors de relâchement de sphincter inférieur de l'œsophage. Bon, sur un plan de traitement, donc d'abord on va utiliser un traitement médicamenteux qui va être basé sur les inhibiteurs galsiques et les dérivés nitrés parce qu'ils vont provoquer un relâchement de sphincter inférieur de l'œsophage, mais avec le temps, ce traitement médicamenteux il ne devient pas efficace et là il faut passer au traitement endoscopique. On va faire ce qu'on appelle le gonflement pneumatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire entrer un ballonnet, on va le gonfler par de l'eau ou par de l'air pendant 3 à 5 minutes. Et là, on va assurer le relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Cette technique-là, elle va donner dans 70%, donc une récidive après 1 an, alors que dans 30%, elle va donner une récidive après 5 ans. Il y en a même une autre technique qui a une efficacité similaire à cette technique, c'est l'injection de toxines botuliques au niveau de la sphincter inférieur de l'œsophage qui va provoquer un relâchement, une paralysie des muscles de l'isla. Et donc, même celle-ci, elle a une efficacité similaire à celle de la dilatation pneumatique. Sinon, on va passer donc à l'utilisation de ce qu'on appelle la myotomie de LR. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers le sphincter inférieur de l'œsophage. Ce sphincter, sa force, elle est venue de l'aspect arrondi de la musculaire de ce sphincter-là, parce qu'il a une forme arrondie qui va donner cette force lors de la contraction. On va faire provoquer la perte de cette forme arrondie par une myotomie, ce qu'on appelle la myotomie de LR, donc de 7 cm, les derniers 7 cm donc de l'œsophage et jusqu'à les 2 cm de cardia. Et là, quand on touche la cardia, on a le risque de donner un reflux œsogastro-duodénal. C'est pour cela qu'on va le plus souvent l'associer avec ce qu'on appelle la fin d'applicature de Nissen. Et donc, je vous remercie.